Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau module de formation. Aujourd'hui, nous allons aborder les notions de support et de résistance. Alors, ce sont des éléments de base de l'analyse technique. Ce sont des choses qu'on apprend dès le début. Ce sont les premières notions qu'on acquiert dès lors qu'on s'intéresse à l'analyse technique. Mais c'est vrai que ces éléments vont bien au-delà de la simple analyse graphique. Même ceux qui n'y croient pas, qui font l'analyse fondamentale et qui sont assez réfractaires vis-à-vis de l'analyse technique, ont quand même à l'esprit ces notions de support et de résistance, puisque ce sont vraiment des notions universelles qui vont intervenir dans le processus d'investissement de chaque investisseur. Donc au cours de ce module de formation qui sera composé de deux parties, pour ne pas que ça soit trop long, nous allons aborder les différents types de support et de résistance. Alors on va commencer par une présentation, une définition. Alors qu'est-ce qu'un niveau de support? En fait, c'est un niveau de prix qui est la résultante de la lutte, de la bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Cette lutte va mettre en évidence des niveaux sur lesquels il va y avoir des rejets, à la hausse ou à la baisse, et par conséquent ça va révéler ce qu'on va appeler donc des niveaux de support ou de résistance. Alors, ce qui est très intéressant avec ces notions, c'est que le fait que l'on vienne tester ou que l'on casse au contraire ces niveaux, ça révèle vraiment de la psychologie du marché, la psychologie des investisseurs. Ça peut montrer une évolution d'un sentiment de marché, ça peut montrer un changement brutal au contraire avec un retournement massif. Ça peut montrer également un consensus qui se met en place sur un sous-jacent, ou au contraire ça peut montrer l'indécision à partir du moment où on vient buter à plusieurs reprises, qu'on reste se positionner dessus. Bref, les niveaux de support de résistance sont vraiment des révélateurs des sentiments de marché. Alors leur importance dépend en fait de 4 critères. Le premier étant le niveau, le second étant le nombre de rebonds. Donc plus vous avez un nombre de rebonds important, plus le niveau de support de résistance sera pertinent. De même, plus l'amplitude qui suit chaque rebond, chaque point de contact avec un niveau de support de résistance est important, plus cette amplitude est importante, plus ce niveau sera fiable, sera pertinent. Et enfin, l'antériorité. On parle souvent de mémoire de marché. C'est vrai qu'un niveau qui a été testé il y a 10-15 ans, si ce n'est pas un vrai niveau majeur de retournement pour un bull ou un bear market, c'est vrai que avec le temps, il aura tendance à être un petit peu moins fort. Il aura certainement moins d'impact sur l'évolution du sous-jacent dès lors qu'on va venir le tester. Mais en tout cas, ce sont vraiment les 4 critères qui définissent l'importance d'un niveau de support ou de résistance. Alors au niveau si on va un peu plus dans le détail pour chaque notion, donc un support c'est un niveau de prix sur lequel le marché s'est posé à plusieurs reprises. Donc c'est-à-dire que la fonction de base d'un support c'est de favoriser un rebond. Il représente donc un niveau de prix sur lequel les acheteurs sont prêts à intervenir, parce qu'ils estiment que c'est un niveau de prix qui est bon marché, et donc ils sont prêts à se positionner à l'achat, se positionner long. A l'inverse, pour ceux qui vendent à découvert, c'est un niveau qui va certainement faire l'objet de prise et bénéfices, parce qu'à partir du moment où vous êtes vendeur et que vous avez mis en évidence ce niveau de support, vous allez certainement anticiper un potentiel rebond, et de ce fait, il conviendra de prendre une partie de ces bénéfices pour ne pas voir ceci rogné totalement par le rebond éventuel qui pourrait se produire. Et l'intérêt également des notions de support dès lors qu'on est plutôt long sur un sous-jacent, c'est que ça va nous permettre de positionner des stops de manière relativement aisée. Donc c'est vraiment d'une aide assez importante pour le money management. Parce que si vous pensez qu'un niveau de support est suffisamment fort pour contenir les pressions vendeuses sur l'horizon sur lequel vous êtes positionné, dans ce cas-là, il conviendra de positionner votre stop sous ce niveau de support. Et dès lors que ce niveau de support sera cassé et qu'on aura atteint votre stop, dans ce cas-là, vous pourrez couper votre position. Donc c'est vraiment d'une aide assez importante pour le positionnement des stops, et également après pour calculer l'ensemble des ratios de risque-reward, enfin les ratios de rendement-risque, pour voir si c'est pertinent de rentrer en position, etc. A l'inverse, ce niveau de prix, le niveau de résistance, c'est un niveau sur lequel le marché vient buter à plusieurs reprises. Donc ça va être un niveau de prix sur lequel les vendeurs vont être prêts à intervenir, donc à se positionner short. Et au contraire, les acheteurs qui seront rentrés longs à un niveau de prix inférieur
anticiperont un éventuel repli technique depuis cette zone de résistance et donc prendront une partie de leurs bénéfices, voire couperont leur position totalement, évidemment. Ça dépend de l'horizon sur lequel on est positionné. Et là également, les niveaux de résistance sont des niveaux très pertinents pour positionner son stop, parce que si vous estimez que ce niveau de résistance est suffisamment fort pour contraindre le marché à se replier, dans ce cas-là, vous allez positionner votre stop juste au-dessus. Ce qui veut dire que si vous avez une cassure de cette résistance, c'est certainement qu'il y a une évolution du marché, une évolution du consensus, une évolution de la mentalité des investisseurs, et dans ce cas-là, peut-être qu'on risque d'être en présence d'une accélération à la hausse, et dans ce cas-là, il faudra mieux sortir rapidement, d'où l'intérêt de positionner son stop juste au-dessus de cette zone de résistance. Alors, il existe différents types de supports de résistance. Nous allons aborder dans ce module, dans ce premier module, dans la première partie de ce module, les 3 premiers points. Nous étudierons les 3 derniers dans la deuxième partie. Donc, ces différents types sont au nombre de 6. La manière la plus simple de déterminer les niveaux de support de résistance, ce sont bien sûr les plus hauts et les plus bas. C'est la chose la plus visuelle, la plus évidente et la plus simple à mettre en œuvre. Nous avons également les droites de support et de résistance, donc tout ce qui est oblique, oblique haussière, oblique baissière, ce sont également des niveaux de support et de résistance qu'il conviendra de prendre en considération. Également les retracements et les projections de Fibonacci, qui sont vraiment d'une aide précieuse, notamment lorsqu'elles se confondent avec des niveaux horizontaux tels que les plus hauts ou plus bas précédents. Donc ça c'est vraiment une notion très importante. Nous avons également les gaps, qui sont des niveaux de support ou de résistance qui fonctionnent très très bien. Un autre type, ce sont les seuils psychologiques, nous y reviendrons un petit peu plus en avant évidemment, et les niveaux de pullback. Alors nous allons aborder tout de suite les plus hauts et les plus bas. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la manière la plus simple de déterminer des niveaux de support de résistance, puisque c'est très visuel, hein. Dès lors qu'on a atteint un plus haut, il ne suffit pas qu'il y ait ce n'est pas nécessaire qu'il y ait plusieurs points de contact pour que ce niveau fasse office de résistance ou de support. Le simple fait qu'on l'ait touché une fois, qu'on ait eu un rejet d'un niveau de prix, ça met en évidence vraiment un niveau de support ou de résistance. Alors celui-ci, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les critères d'importance, sera d'autant plus pertinent qu'il a de nombreux points de contact. Mais un seul suffit, ça c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Alors ici nous sommes sur un exemple sur l'euro-dollar. L'euro-dollar, lorsqu'il était sur les plus hauts, aux environs d'1,60. Alors évidemment, donc les niveaux de résistance sont positionnés à la hausse et les niveaux de support à la baisse. Donc là, je les ai représentés en vert, les supports, et les résistances sont représentées en rouge. Donc on peut se rendre compte de leur pertinence, hein. Si on prend le premier point fin 2007 sur la gauche du graphique, on se rend bien compte que le premier niveau qui a été mis en évidence a forcé à 2 reprises le marché à se replier. Alors, évidemment, ce n'est pas totalement au titre près, il y a toujours une petite marge d'erreur, enfin une petite marge, un petit décalage, hein, parce que l'analyse technique n'est pas parfaite, les marchés évoluent de manière quand même un petit peu erratique, mais on voit quand même l'importance de ce niveau de résistance qui a forcé le marché à se replier à son approche à 2 reprises. Un petit peu plus tard, après qu'on l'ait cassé, et par ailleurs on se rend compte que la cassure a entraîné vraiment une accélération haussière très importante, on est allé tester à nouveau un niveau de prix qui a formulé en fait un rejet. Ce rejet a également ce niveau de résistance a tenu à 2 reprises également, avant que avant que ce niveau ne cède et ne laisse la place à une poursuite de la phase de hausse. Alors cette hausse n'a pas été très importante puisque, comme vous le savez, on allait buter sur les 1,60, 40 qui sont qui est la zone de résistance historique sur l'euro-dollar. On a fait en fait un double top. Donc là également, le nouveau plus haut qu'on avait inscrit a été testé à nouveau quelques mois après. Et on a cassé par la suite une ligne de coup qui n'est pas parfaite puisqu'on l'a ébréché à plusieurs reprises, mais on voit comme l'esprit qu'il y avait dans ce niveau de support. En fait, on était dans une sorte de range, et c'est vrai que la cassure de la bande basse de ce range a vraiment validé la formation en double top. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette formation qui est disponible sur notre site également, une formation composée de 2 parties. Et donc la cassure de cette ligne de coup, donc de ce niveau de support, a entraîné par la suite également une accélération à la baisse. Donc voilà comment déterminer des niveaux de support et de résistance, et cet exemple, je pense, vous permet de bien comprendre leur pertinence.
Alors on a également des niveaux obliques. Sur cet exemple qui concerne également l'euro-dollar, mais cette fois en graphique journalier, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de droites pertinentes qui ont fait office de support ou de résistance à de nombreuses reprises. Et surtout, ce qui est très intéressant avec ces notions-là, c'est que dès lors que l'on va casser une droite de support ou de résistance, ça va générer des signaux techniques, des signaux de renversement de tendance. Donc c'est ce qui va vous permettre de vous positionner vraiment très rapidement. Soit vous permettre d'intervenir pour couper une position, soit pour l'alléger, soit pour complètement la couper et la renverser en prenant une position dans le sens inverse pour profiter du potentiel de baisse que vous anticipez. Donc ces droites de support et de résistance sont vraiment également des niveaux que nous allons surveiller de près. Ils doivent vraiment faire partie de votre arsenal, dans votre palette d'outils, dès lors que vous réaliserez des analyses techniques. Désormais, nous allons aborder les notions de retracement de Fibonacci. Alors, qu'est-ce que Fibonacci? Qui c'était? C'était un mathématicien italien. Il a mis en évidence en fait le nombre d'or, 1,618. Selon ce mathématicien, ce nombre d'or est censé représenter tout ce qui est harmonieux dans la nature. Donc ça peut être des proportions, les proportions des pyramides par exemple en Égypte. Ça peut être les proportions, les spirales dans l'univers, les coquilles d'escargot. Enfin bref, ça peut paraître un petit peu bizarre dit comme ça, mais ce mathématicien a vraiment fait des travaux assez avancés pour mettre en évidence tout ce qui est harmonieux dans la nature. Et c'est vrai qu'il y a des exemples qui sont vraiment très très pertinents. C'est assez révélateur de ce chiffre. De même que les proportions des feuilles A4, du format de A4 permet de mettre en évidence également un dérivé de ce nombre d'or. Bref, il y a un certain nombre de choses qui sont assez étonnantes. Et finalement, ça a été appliqué à l'analyse technique par Elliott, pardon. D'où la théorie elliotiste. C'est lui qui en est à l'initiative. Et donc Elliott a intégré les retracements de Fibonacci à sa méthode, parce qu'il estimait que les marchés évoluaient également en termes de mouvement, en termes de consolidation, selon le nombre d'or finalement. Donc il a déterminé 3 retracements principaux. Le premier étant le 38,2, le second étant le 50 et le troisième le 61,8. Alors moi je rajouterai également le 76,4 qui est le 4e retracement de Fibonacci qui marche plutôt pas mal, même s'il est moins coté entre guillemets. On trouve un certain nombre de sous-jacents, notamment en intraday, qui vont bien fonctionner dessus. Donc je vous invite également à le regarder. Alors quel est le principe du retracement? C'est que vous avez un mouvement qui va dans un sens. Et comme vous le savez, les arbres ne montent pas au ciel tout de suite. Rien n'est totalement linéaire. Il y a toujours des phases de consolidation, des phases de correction. Et en fait, ces retracements de Fibonacci vont permettre de déterminer des niveaux de support ou de résistance au sein de cette correction qui va se mettre en place. Donc, si on prend l'exemple présent d'une phase haussière, vous avez un mouvement haussier, vous avez un retournement qui s'opère. Vous pensez que vous êtes dans une phase de consolidation. Tracer le retracement de Fibonacci entre le point bas et le point haut de ce mouvement de hausse va vous permettre de déterminer des niveaux de retracement de Fibonacci sur lesquels les cours sont susceptibles de venir s'appuyer, soit s'appuyer avant de repartir à la baisse, soit éventuellement de rebondir pour repartir dans une nouvelle tendance haussière. Donc les retracements de Fibonacci, on les utilise vraiment très très souvent. Ils sont d'autant plus pertinents qu'ils viennent se confondre avec des niveaux techniques horizontaux, que ce soit des plus hauts, des plus bas ou éventuellement des droites de résistance ou des droites de support. Donc je vous invite vraiment à les utiliser le plus possible dans toute analyse, d'autant qu'ils sont faciles à calculer puisqu'en général c'est votre logiciel qui va les tracer automatiquement. Alors sur ce slide, je vous ai mis un certain nombre d'exemples de retracements qui a plutôt bien fonctionné. On voit que sur la parité EuroCAD, on a un certain nombre de mouvements à la hausse et à la baisse. On a un certain nombre de cycles, de phases de flux et de reflux. Et en fait, c'est vrai que si on trace les retracements pour chaque mouvement a priori de consolidation, on se rend compte que dans de nombreux cas, le sous-jacent est venu rebondir ou buter sur un retracement de Fibonacci. Donc c'est vraiment très révélateur
de l'intérêt de les utiliser, de leur importance et de leur pertinence surtout. On a également les projections de Fibonacci. Alors si les retracements ont plutôt un caractère, vont plutôt se concentrer sur un mouvement passé, les projections de Fibonacci ont vraiment un caractère prospectif, en ce sens qu'ils vont en fait être utilisés pour projeter un mouvement passé à partir d'une figure qu'on a mis en évidence, une figure de continuation, une figure de retournement ou tout simplement une simple phase de consolidation. Si on pense qu'on va repartir dans le sens de la tendance initiale, par exemple, on peut projeter le mouvement initial au point bas de la consolidation qu'a priori qu'on pense qui est terminé. Ça nous permet de déterminer des niveaux de support ou de résistance qui sont pas forcément des niveaux sur lesquels les cours ont traité. Par exemple, si vous êtes sur des plus hauts historiques, utiliser les projections de Fibonacci est vraiment quelque chose de très intéressant parce que si vous faites par exemple un nouveau plus haut sur le dos, vous dépassez les 13 500, vous n'avez pas de résistance psychologique forcément très pertinente, vous n'avez pas de niveau qui a déjà été traité dans le passé, utiliser les projections de Fibonacci va vous permettre de mettre en évidence des niveaux de résistance. Vous allez projeter un mouvement passé. Alors, en plus, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez très bien projeter des mouvements court terme, mais également des mouvements moyen terme. Et donc, de la sorte, déterminer des niveaux sur lesquels on pourrait venir buter. Ça peut être soit des objectifs, soit des niveaux sur lesquels on pourrait prendre des bénéfices partiels. Mais en tout cas, voici, c'est ça l'esprit des projections de Fibonacci, c'est vraiment un caractère prospectif, c'est de déterminer jusqu'où pourrait aller le mouvement de reprise qui devrait suivre la phase de consolidation, ou au contraire, si on est sur une figure de retournement, permettre de déterminer quel est l'objectif théorique, par exemple, de cette figure, sachant que c'est vraiment très facile de calculer des objectifs sur les figures de retournement. Voilà, la première partie de cette formation sur les supports résistances est à présent terminée. Je vous dis à tout de suite si vous souhaitez visionner la partie numéro 2. Si ce n'est pas le cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de formation sur ATChart.